Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Bonjour, bienvenue dans Seasons Hebdo où j'ai repris la route pour de nouvelles rencontres. Cette semaine, cap plein sud, en direction de la frontière espagnole, non loin du mont Canigou, où nous partons pour une escale entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Nous avons rendez-vous avec Jean-Luc Plane, je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir le sommaire de cette émission en images. Pour commencer cette émission, c'est en compagnie de Jean-Luc Plane que nous chasserons le cerf dans ses zones d'hivernage. Jean Rességuier et Claude Novoa de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage nous feront découvrir leur travail de télémétrie sur le lagopède. Je retrouverai ensuite Jean-Luc et Joseph pour une chasse du mouflon. Voilà la tête. Touché. Jean-Luc nous fera partager une nouvelle approche, cette fois-ci de l'emblème des Pyrénées, l'isard. Touché. Hey, Nous terminerons notre magazine dans l'atelier de Mario, il est taxidermiste et nous suivrons toutes les étapes de naturalisation d'un trophée d'isard. Eh bien ça y est, le décor est planté. On est ici dans le département de l'Aude, on est parti tôt ce matin en compagnie de Jean-Luc. Jean-Luc, ce matin, on est venu là pour chasser le cerf en période hivernale. C'est complètement différent de ce qu'on peut pratiquer au moment du rut. Tout à fait, c'est complètement différent que le brame, l'émulation du brame qui est en sous-bois ou dans des endroits dégagés. Mais maintenant, on est au mois de janvier. Pas de neige malheureusement, mais tu vois, on peut observer quand même des milieux découverts. Il n'y a pas de feuilles, pas trop de végétation. On va essayer de trouver un cerf. Parce que d'habitude, quand il y a de la neige, le comportement des animaux est complètement différent. C'est-à-dire qu'ils se regroupent. Tout à fait. Les cerfs à cette époque-ci ne sont plus avec les biches, ils sont ensemble, ils sont regroupés. Sur les endroits où tu vois, ils peuvent aller manger le soir dans les champs, dans les prairies en bas. Et après, ils remontent sur les coteaux. Là, maintenant, ils sont un peu partout, mais bon. On va essayer d'en trouver un. Tu vas encore essayer de nous faire relever un défi finalement. Il faut se mettre des défis dans la vie. Bah oui, oui. Ce qui est vraiment embêtant, c'est qu'il n'y ait pas de neige, quoi. Ah oui, le problème c'est... Mais l'année dernière c'était un peu pareil, quoi. À cette époque-ci c'est bizarre hein, qu'il n'y ait pas de neige. Est-ce que c'est le réchauffement climatique, on ne sait pas. La neige ça joue beaucoup sur le comportement, que ce soit l'isard, le mouflon, le cerf. On va se balader pas mal en voiture, parce qu'à cette heure-ci, de toute façon c'est sûr, ils sont couchés. Mais on va quand même observer toutes ces pentes, voir si on ne va pas coucher sous un pin ou... Faut quand même avoir l'œil. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jumeler vite. Comme il y a énormément de végétation, il peut y en avoir un qui est couché, on voit juste le bout du bois qui sort. On est amené quand même à tirer loin. On sera amené à mon avis à tirer très loin, ouais. Et là c'est lui qui l'interviendra si c'est vraiment très loin. Je ne prendrai pas de risque cette semaine. Pourquoi tu as un peu la trouille? Bah je sais pas, t'as vu le Cantal? Ouais. Non, mais ça arrive ça. Bon, la météo était pas comme aujourd'hui, donc on va se trouver une excuse. T'essayes de te faufiler un petit peu. Bon, d'abord il faut le trouver. Ouais. Hein, on file et puis on va voir ailleurs si on en voit. Si le cerf y est. Si les cerfs sont au rendez-vous. Ça grimpe, on monte jusqu'à quelle altitude à peu près ici, quand on chasse le cerf? Ça dépend, on peut monter jusqu'à 2000 aussi, jusqu'à 2000 mètres à peu près. Là on est assez bas, là on doit être à peu près à 900. 900 mètres. 900 mètres, oui, donc on a beaucoup de feuillus, beaucoup de chênes et du résineux un peu sur les hauteurs. On est exactement à 1256 mètres. Là on va s'avancer un peu pour voir la lisière du bois là-haut. Ouais, tu vois, on y voit mieux de l'arrière, on voit toute le... Il y en a pas un là-bas à droite de la roche. Regarde, on dirait qu'il y en a... Ouais, il y en a un. La lisière du bois là-bas, il y a la roche. Ah, là, ça fait un peu loin, mais on va le laisser. Ce qu'on va faire, on va le laisser faire. Et on peut l'approcher comment? Pas évident là. Tu le vois, il descend. Tu le vois? À droite du caillou. 1 mètre à droite, il est arrêté. De face, là, de face. Oh, regarde. Chevreuil. Il risque de passer là, le cerf. Incroyable. Il est toujours là. Hein. Ah oui, il est toujours là, il n'a pas bougé. Il descend là, sur la droite du caillou. Je le vois. Ils ont l'air de s'y plaire ici. Hein. Ah, mais ici, ils s'y plaisent, ouais. T'as vu le milieu un peu comme il est sale? Ouais.
ça, tu as l'impression qu'il n'y en a pas, mais ils sont ces animaux. Il y en a beaucoup ici? Ici, il y a des populations assez importantes, oui. Alors ici, dans l'eau, comment ça se passe? Toi, finalement, tu es le guide de chasse. Ouais. Tu achètes les bracelets? Moi, j'achète les bracelets à la société de chasse. J'en achète 4, ce qui leur permet d'avoir des fonds pour acheter des colliers pour les chiens, de refaire le local de chasse, etc. Et après, et moi, je suis venir des chasseurs. Donc comme ça, tout le monde est content. Tout le monde est content, voilà. Ouais. Et puis, on a des qualités de chasse extraordinaires. On peut chasser du 1er septembre au 28 février, tous les jours. C'est pas lui qui ressort là? Là, je vois. Non, il y en a deux, ça les autres. Deux gros. Parce qu'ils vont sortir dans les prairies. Hein. Tiens, on va approcher par là-bas. Comment tu vas faire? Attends, regarde, c'est là. On les approche là. Allez. Voilà. On m'aurait dit qu'ils ont été dérangés par quelque chose. Ils ne veulent pas sortir. On est trop loin là. Attends, de toute façon, ils vont sortir. Ouais, il faut les laisser faire un petit peu. S'ils sortent à droite, c'est bon. Mais là, s'ils repartent à gauche, ils repartent dans le sale. Ils sont méfiants. Tant qu'il y a du soleil, ils sont hyper méfiants, quoi. Ouais, on va s'avancer un petit peu. Bon, là, ils nous ont pas vus. Là, actuellement, où ils sont dans les bouleaux, on peut pas tirer. Il y a trop de branches, c'est trop aléatoire. Après, la distance, c'est pas un problème. Jusqu'à 300 mètres, un cerf, si t'es bien calé, tu places la balle. Ça, c'est pas un souci, mais il faut pas qu'il y ait de branchage devant, surtout, quoi. À 300 mètres, à toi, on peut des 25. Bouge. Regarde, il bouge. Mais c'est reparti. Il rentre. Mais ils sont rentrés. Ouais, ils sont rentrés à gauche. Il fait trop jour encore, il y a trop de soleil, ils se méfient. Elles sont calées là-haut. Tu sais ce qu'on va faire? On va prendre la voiture. Ouais. On va monter jumelé là-haut. Ok. Ça vaut le coup quand même. On va se mettre là parce que on est pas mal sur le petit replat. Alors là, les deux sont ressortis. Logiquement, il m'a vu juste devant. Tu les vois encore ou pas? Ouais. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Hé Jean-Luc, tu tires. Hein. Ah, ça fait trop loin. Attends, je vais pas prendre le risque de blesser. Il y a au moins 300 mètres. Essayez de tirer comme ça. Je mets le bien. Il y en a 3, Jean-Luc, il y en a 3 qui sont groupés. Il y en a 3. L'autre, ils sont groupés tous les 3. Il y a une branche devant. On va laisser avancer un peu. Hein. Quand tu veux. Ça y est, il se décale dessus. Tu tires lequel alors? Attends, on va laisser le troisième, s'il peut avancer un peu. Attention. Merde. Putain, mais il faut esprit quoi. Tu vois celui qui est au-dessus là? C'est celui qui a le bois cassé que tu vas tirer. Ouais, celui qui a le bois cassé parce que l'autre il est caché. Quand tu veux. Yes man. Caro. Oh, il y a combien là? Je sais pas, mais il est loin. J'ai pris 30 au-dessus. Premier cerf de Season Sebdo. Alors on va encore dire que je m'affole, mais là c'était pas gagné. Quel coup de carabine, superbe, génial. Super, yes. Ouh. Ça va? Ouais, c'est bon. Il va falloir leur descendre par là. Ah ouais. Attention aux épines. C'est par là, non? Ouais, on va monter au-dessus. Encore 100-150 mètres à peu près, dans l'axe. Je pense qu'il est par là. Il est là. Waouh. Super Jean-Luc, il est là. Yes. Je voulais vraiment qu'on le retrouve parce que quand je vois où il était. Ouais. C'est bien celui-là. Il n'a qu'un bois. Ouh, regarde. Yes. Elle est jolie en plus, tête bizarre un peu. Waouh. Hein? C'est une tête bizarre. Elle a bien repéré, il n'y avait bien qu'un bois. Ah, c'est une belle tête bizarre. C'était le cerf qu'il fallait prélever. C'était le cerf qu'il fallait prélever. Comme quoi, à la chasse, il faut y croire jusqu'au dernier moment. Bon, et puis, il nous reste encore un peu de travail. Hein. Ouais. Le baguer, le redescendre, et ça va pas être une mince affaire.
Ce que je vous propose en attendant, c'est de partir en direction des Pyrénées-Orientales où Jean et Claude nous attendent. Ils sont techniciens à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de ce même département. On va parler cette fois-ci des lagopèdes. Depuis 1998, un programme d'études sur la population des lagopèdes a été initié par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage dans les Alpes du Nord, ainsi qu'ici, dans les Pyrénées-Orientales. Considérés comme une espèce sentinelle pour les changements climatiques, les lagopèdes font l'objet de comptages ainsi que de suivis sur individus par le biais du radiopistage, également appelé télémétrie. Ben là donc on est sur la zone supposée où le lagopède équipé doit se trouver. Mais j'ai toujours pas de signal, donc il est possible que l'oiseau se soit un petit peu déplacé. Bon, il faut tenir compte quand même des pentes là qui sont quand même très glacées, c'est assez exceptionnel cette année. C'est vraiment, la montagne est vraiment en condition très dangereuse parce que par endroits c'est même pas de la neige très dure, c'est de la glace. Donc même avec les crampons, il faut être vraiment très prudent. On va essayer de localiser les oiseaux, mais c'est pas gagné. La télémétrie est une technique de marquage utilisée principalement pour des oiseaux discrets et vivant dans des milieux difficiles d'accès. Après leur capture, les oiseaux sont équipés d'un émetteur qui va permettre de connaître la vie de l'oiseau. Il permet de repérer les nids, d'établir des statistiques sur le pourcentage qui arrive à éclosion en ayant connaissance des causes d'échec. La télémétrie permet également de connaître le sort et l'espérance de vie des oiseaux. On sait ainsi que 65 à 70% des lagopèdes adultes survivent d'une année sur l'autre. Donc voilà, là on a des crottes d'hiver de lagopèdes. Donc ça ressemble beaucoup à une crotte de grand tétras, en plus petit bien entendu. Ah, ça c'est un bon indice de présence certaine du lagopède sur la zone. Du printemps à l'automne, tant que la montagne est sèche, Jean fait un suivi hebdomadaire de localisation pour chaque oiseau. En hiver, si les conditions le permettent, le suivi télémétrique se fait tous les 15 jours. Bon là j'ai un signal très faible en contrebas, donc je pense qu'il est en rupture de pente, c'est pour ça on a eu en montant le signal était masqué. Donc on va descendre directement dessus et on va voir tout de suite si le signal augmente, c'est qu'on est dans la bonne direction. J'essaie de faire une localisation très précise, c'est-à-dire essayer même de voir l'oiseau. Une fois que j'ai fait ma localisation, je prends le point GPS. Je note bien sûr le jour, l'heure. L'hiver, là, je prends en compte l'enneigement. Donc ensuite, une fois que j'ai recueilli ces données, je les transmets à Claude, qui est ingénieur à l'ONCFS, et qui lui s'occupe du traitement de ces données. Les résultats de l'étude génétique ont montré que les lagopèdes du Chéneau oriental étaient appauvris génétiquement par rapport aux lagopèdes de la haute chaîne des Pyrénées. La raison de cet appauvrissement, c'est le fait que la plaine de Cerdagne, qui est large d'environ 18 km, constitue une véritable barrière aux échanges d'oiseaux entre ce chaînon, donc la haute chaîne des Pyrénées, et le Chéneau oriental. Le programme qui a été proposé, c'était de capturer des oiseaux sur l'extrémité de la haute chaîne des Pyrénées, sur le massif du Camp Cardos, et de les transférer sur le Chéneau oriental par hélicoptère. Tous les oiseaux qui sont transférés sont équipés d'un émetteur pour étudier leur devenir et également leur contribution ou non à la reproduction de la population qui les accueille. Et donc améliorer à nouveau, restaurer la diversité génétique de ce Chéneau oriental. J'ai un bip mais par intermittence. Cet oiseau qu'on cherche depuis un moment là, a fait un déplacement assez important, puis on l'a maintenant dans ce ravin. Là, il s'est un petit peu déplacé et il va être en zone boisée. Moi, ce qui me fascine dans le lagopède, c'est sa capacité d'adaptation à la haute montagne, à l'altitude. C'est un oiseau, c'est une relique de l'ère glaciaire, donc c'est quand même c'est une chance d'avoir ces oiseaux sur nos montagnes encore. C'est tout un ensemble qui fait que cet oiseau est assez fascinant à observer et à étudier. Et quand on aime la montagne, c'est fabuleux.
va David, bien remis de tes émotions d'hier? J'ai rêvé de cerf toute la nuit. Ah. En espérant, me disant qu'un jour peut-être que je pourrais faire comme toi, essayer de tenter des animaux à pas loin de 300 mètres. Bon, si t'as rêvé de cerf, c'est déjà pas mal. Là, on change carrément de secteur aujourd'hui. On va sur Oreya, tu verras le milieu est totalement différent. Des grandes soulanes très ouvertes pour chasser le mouflon. On va chasser avec Joseph, un responsable de l'ACA. C'est lui qui s'occupe un petit peu de la gestion du mouflon sur la société de chasse. En voiture, on va monter là-haut sous la neige. Il y a une piste qui traverse toute la soulane. Il y a un cul-de-sac juste derrière. Et après, on va évoluer. Ouais, en courbe de niveau au début et après en descendant. Ok. Perdrix grise. Perdrix grise de montagne. De montagne. Ça, c'est beau. Alors ça c'est génial. Puis de voir des compagnies comme ça alors que la chasse est fermée déjà depuis 2 mois. C'est de bon augure. Très bon augure pour l'année prochaine, oui. Tu vois, la neige qui tombe pas, ça n'a pas que des mauvais effets. Hein. Ah, tout à fait, oui. Ouais. Bien le bonjour. Bonjour Joseph. Vous allez bien? Ça va. Tu vas bien? Ça va. T'as vu quelque chose? Oui, quelques mouflons, des biches, beaucoup de biches, des cerfs. Je crois qu'on va commencer par faire une bonne petite marche. C'est sûr qu'on va marcher, hein, beaucoup. Beaucoup. Nous casse pas le moral déjà. La souche ici est très bonne sur le massif du Madre. Les gens qui ont introduit le mouflon ont pensé à la génétique aussi. Mais il faut savoir qu'ils ont des mouflons en tire-bouchon qui ouvrent sur le côté, pas des mouflons rentrants. Et surtout, quand le mouflon est adulte, il prend de la circonférence. On peut arriver à des mouflons qui ont 28 cm de circonférence. Donc, et puis, il y a une qualité de chasse. Ils chassent pendant 6 mois, tous les jours. Ils peuvent y aller tous les jours, c'est extraordinaire. Paysage magnifique. On a eu de la chasse d'être invité ici. Tu vois David ici sur le massif du Madre, le mouflon a été introduit il y a une vingtaine d'années. Mais c'est tellement immense qu'ils se sont fait déborder un peu par la population. Les plans de chasse ont doublé. Des petits villages comme Oreya sont passés de 50 à 100 bracelets. Il faut absolument les tirer, quoi. Il faut faire diminuer la population. À la régulation. Tant mieux, ça nous permet d'être là aujourd'hui d'un côté. Oui, bien sûr. Tous ces versants nord, c'est négatif toute la journée. Dans la neige alliée jusqu'au mois d'avril-mai. Là, on va sortir doucement au col. Ouais. Parce qu'il peut y en avoir derrière, on n'a pas vu en face. Comme en plus il y a un peu de soleil, ils aiment bien. De toute manière, en général, le mouflon, il n'aime pas trop la forêt. Par contre, bon, pour camouflage, il est bien resté à lisière de forêt. Tu vois quelque chose? Non, pour l'instant. J'ai le soleil. Ouais, mais... C'est là où t'apprécies d'avoir des jumelles de haute qualité. Ouais. Oh, il y a des biches là-haut. 4 biches, il y a un mouflon aussi. De toute façon, tout va dire qu'ils sont derrière. Tant que ça va par là, c'est vrai. On va avancer un petit peu, voir ce qu'il y a. Ça, ils nous ont vu, là, mais c'est pas grave. C'est incroyable la chaleur qu'il fait. Hein. La chaleur qu'il fait. Tu le vois le retour? Au col? Ça y est, ils sont ils sont là-bas, ils mangent. Il y a les grands corbeaux aussi. Et en dessous, là, couchés dans la soulane, il y a des biches et des cerfs. Ah, je les vois, les biches et les cerfs. Il y a des biches, des daguets. Ah, il y en a des animaux. T'as vu les traces un peu? Ils nous ont donné un bracelet mâle adulte, des mâles et femelles, mais je pense qu'on va leur laisser le mâle quand même. Ouais. On est Pour leur invité. gentillesse, on est invité, donc si on peut tirer une femelle, on va tirer une femelle en priorité. Ouf. Il y a les biches et les mouflons. Mouflons aussi, mais bon, regarde, ils prennent en travers, ils n'arrêtent pas, ils s'arrêtent pas, ils s'arrêtent pas. Là, il y a du monde. Il y a des femelles, des petits. 2 mâles. 2 mâles, ouais. 2 mâles. Par contre, ils nous attendent pas, ceux-là. Ah ben là, ça file. En plus, le mouflon, dès qu'il commence à démarrer, c'est mauvais. C'est vrai? Ouais, trop loin. Allez, c'était, t'as vu, côté Soulane. Hein. C'est quoi ça, la soulane? La Soulane, c'est le Soula, le soleil. C'est tous les côtés sud qui sont exposés au soleil. D'accord. Puis les animaux, ils se régalent, ils sont dans ces genêts là, purgatifs, là, ils se cachent, ça fait 2 mètres de haut. Ils ont le couvert, de quoi manger, il y a tout, ils ont tout là. Ah, puis là, ils ont disparu, là. Ils sont passés derrière. Bon, on va essayer de les rattraper. Ouais, on va essayer de passer derrière la crête et puis on va voir s'il y en a d'autres. Ouais. On va aller dans le bac.
Le bac. Côté nord. Ça, c'est Ça, c'est la Souloise, ça, l'autre c'est côté, c'est le bac. Le bac, c'est le côté nord. Ça grimpe. Moi, c'est pas évident pour tirer, mais des fois, tu sais, la curiosité. Ouais, mais ça grimpe là. C'est la montagne. Ouais. On n'est pas au Mont-Saint-Michel. Là, on est dans des forêts de pins accrochés. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de chablis parce que les racines sont à ras du sol. Dès qu'il y a du vent, évidemment, les arbres se couchent. Ah, puis il faut faire attention parce que comme le sol est gelé, les brindilles sont gelées, elles cassent facilement. Et on ne dirait pas, mais on fait énormément de bruit. Les animaux font attention à ça, quoi. Non, vite. Deux biches devant, 4 mouflons, il y a 2 mouflons et 2 petits mâles. D'accord. Je vois. On va tirer la mouflonne. On va les laisser passer doucement, anticiper, on va les attendre derrière. C'est pas loin là. On va passer la moindre des cailloux. On va passer. Appuie-toi à l'arbre là. Attention, bras, je tire. Elles vont sortir à gauche. On va arriver. Lève là, il court. Les affaires. Attends qu'elle se mette en travers. Tu tires la première, c'est quoi? La première. Oui. La première derrière, il y a le petit mâle. Voilà la tête. Touché. Bien joué. Super. Elle passe derrière le caillou. Elle tombe. Merci. Super tireur. C'est pour la semaine dernière. Vous tombez derrière par là, non? Elle est là. Tu la vois? Ouais, là. Elle a bien fait encore 60 mètres. Hein. Ah oui. Et petit calibre. Ah, ça change d'hier avec la 300. Ah, c'est pas pareil. C'est des balles beaucoup plus légères. Mais bon, quand on chasse en montagne, on apprécie de porter une carabine quand même qui fait 2,5 kg. On Yes. use une carabine de 5 kg, quoi. Voilà. Elle va pas avoir une si mauvaise balle là. Ah non, là, c'est bien. Là, attends. Avec ça, elle fait quand même 60 mètres quand même. Voilà, c'était vraiment le calibre idéal pour ce type de chasse. C'est un calibre qui est adapté à la montagne. C'est-à-dire que 657, c'est très tendu. Ça a une flèche à 300 mètres de 23 cm. Donc le problème, c'est qu'on tire des balles très légères qui font 6 grammes. Donc il faut attention au vent. Mais maintenant, il faut partir d'un principe. Une balle mal placée, avec n'importe quel calibre, elle reste mal placée. Bon, celle-là, pour cette fois-ci, je suis bien content qu'elle soit bien placée. Hein, ça change du Cantal quand j'ai tiré le chevreuil. Mais les conditions météo n'étaient pas les mêmes. Ah voilà, les conditions n'étaient pas les mêmes. Aujourd'hui, il y a tout pour. Puis merci hein, Joseph. Et aussi le président de la société de chasse d'Auréa, Pierre Estirac, qui grâce à lui nous a prêté un bracelet pour tuer cette mouflonne. Bon, eh bien il ne nous reste plus qu'à la baguer et puis surtout à la redescendre. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir de nouveau en compagnie de Jean-Luc et son invité. Ils partent pour une chasse à l'approche de l'Isard. Quant à moi, j'ai rendez-vous avec Mario, un taxidermiste. On va continuer de parler de gibier de montagne. On va se mettre à la touche au balai là. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5 là-bas, vous les voyez. On va pas il y en a un qui descend dans la roche. Plus haut, il y en a encore un autre. 150 mètres plus haut. Ici, nous sommes sur le territoire qui fait partie du Canigou-Conflans, territoire de chasse de moyenne montagne, voire haute montagne. Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant que vous circulez là? Là, on va parcourir le territoire, là, on va prendre un petit peu, tu vois, le chemin qui part de travers. Ouais. Allez, on va passer sur le vallon. Là, on est à quelle altitude à peu près? Alors là, nous sommes à 1700 mètres. D'accord. Et l'altitude, le sommital là-haut, c'est le pic du Canigou à 2785 mètres. Là, on va faire 1000 mètres de dénivelé en descendant. Mètres de dénivelé en descendant, oui. D'accord, ok, très bien. Nous avons à peu près pour 1000-1200 hectares chassables une densité à peu près de 200 isards, de 200 à 250. C'est une bonne densité, assez forte,
On a connu des densités plus faibles suite à certaines maladies comme la kératoconjonctivite. Et depuis quelques années, le cheptel est en stabilité, voire stabilité montante. Tu le vois, les arbres là sur le caillou là. Les arbres là sur le caillou. Oh, il est magnifique. Hein. Il est tout noir, t'as vu? Oh, il y avait une légende chez les Catalans, quand il y a un isard qui est bien noir comme ça, on appelle ça le carbonnet. C'est le charbonnier. Et on nous dit que souvent les isards qui sont noirs, ce sont des isards qui restent souvent dans les bois. Moi là, celui-là on va le laisser tranquille parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on doit tuer. Ce qu'on va faire, on va aller voir sur le versant de derrière, si on peut en voir d'autres. D'accord. Ouais. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est de faire découvrir à des gens notre faune des Pyrénées. Et puis surtout de chasser dans un cadre comme ici, essentiellement aujourd'hui dans le massif du Canigou, à des gens qui découvrent la chasse à l'isard, qui est mon gibier de prédilection. Et c'est vrai que quand on vient ici, qu'on voit l'émotion des gens quand ils voient les animaux, c'est extraordinaire. En tant que chasseur d'isard, ce qui me plaît, c'est le trophée surtout, et c'est de tirer un vieil isard. Après, quand on chasse pour les clients, on se met toujours à la portée des gens. Il faut savoir que quelqu'un qui n'a jamais tué un isard, ce qui l'intéresse, c'est de découvrir le milieu, de découvrir l'animal surtout, d'évoluer là-dedans. Et puis, une fois qu'il l'a tué, le trophée n'est pas important pour le premier isard. Chasser avec des gens, c'est la sensation, c'est un petit peu aussi parler avec des gens, découvrir des gens, et c'est ça qui est important. C'est un moment de partage et un moment de transmission. Jean-Luc nous transmet sa passion de la chasse à l'isard. Moi, je ne remercierai jamais assez mon père de m'avoir transmis sa passion de la chasse, une éthique de la chasse. Et il nous appartient aussi à nous de transmettre cette passion, cette éthique de la chasse à nos enfants. Et puis cette transmission, aujourd'hui, c'est aussi la transmission d'un territoire, d'une histoire avec Jean, le président de la CCA. Et c'est ça aussi la chasse en montagne, c'est aimer la montagne, aimer les gens de la montagne, comprendre leur territoire. Et puis après, il y a l'animal, c'est un tout. Non, jamais. Ouais. Il y a j'ai des clients russes qui sont venus chasser et eux ils ont l'habitude de tout ce qui est sauvage, tout ça. Et si tu veux celui-là, quand tu prends ça sent la citronnelle. Et eux ils tuent un morceau de gibier, l'enveloppe là-dedans, ils faisaient cuire et après ça fait un goût de citronnelle. À essayer, voilà. Exactement. C'est un jeune ça. Regarde ça. Femelle, regarde la chèvre, chèvre et chevaux. La chèvre est très belle. La chèvre est belle, oh là là. La chèvre est magnifique. Elle est magnifique. Ouais. La grâce. La chèvre est Elle n'est pas superbe. loin, elle n'est pas dans la zone. Elle est écartée. Elle est magnifique la chèvre. Oh là. Allez, on continue. C'est un animal emblématique déjà des Pyrénées-Orientales et du Canigou. L'isard, c'est pour moi une forme de liberté. C'est ce qui incarne la liberté, les grands espaces. L'isard est majestueux, c'est un animal qui est beau, qui a une forme de curiosité, mais qui est accessible, qu'on peut observer des heures et des heures. Vas-y, viens. Il monte là-bas, il monte. Appuie-toi sur la roche, Vous pressez pas. Quand vous l'avez arrêté, non, il sort en face, là-bas, en face. Là-bas, tu le vois au-dessus du buis. Attends un peu. Après, il va passer derrière. Dès qu'il fait un temps d'arrêt, tu tires. Après, derrière la carte, c'est fini. Touché. Hey, super. Je suis content pour toi parce que celui-là, il était pas gagné. T'as vu le tir qu'il a fait ou quoi? Là, il passait derrière, on était cuit. Il s'est carré comme ça en arrière. Ah ouais, c'était il a basculé. Il a basculé, il est tombé. J'ai envie d'aller le chercher. Lui, il descendra parce qu'il connaît bien, même s'il faut descendre de nuit. Allez, on commence à descendre, les gars, parce que comprendre le chemin avant d'arriver en bas, c'est pas gagné. Allez, doucement. Waouh! Alors là, il y a des animaux à puis de tours. Isard, un chamois là-bas. Enfin, il y a ce qu'il faut là. Hop! Mario? Bonjour Mario! Bonjour David.
Ça va bien? Ça va très bien, très bien. Bon, voilà, on est vraiment rentré dans l'univers de la taxidermie. C'est vrai. Il y a beaucoup d'animaux, des animaux d'ici, mais je vois qu'il y a Un aussi, peu de tout, tu vois. il y a aussi de Faune l'exotique. africaine, ouais. Je fais aussi bien la faune régionale que la faune d'Afrique et même du monde entier. Et puis là, on va aller voir la préparation justement d'un isard. On va passer dans l'atelier. Allez, alors bon, la première étape, c'est prendre les mensurations de l'animal, de façon à pouvoir refaire, tu vois, une forme comme ça, avec des dimensions qui correspondront à la peau que j'ai enlevée auparavant. J'écharne la peau, je tanne la peau, et une fois que la peau est tannée, donc je te dis, on prépare la forme aux dimensions qu'on a pris auparavant, et voilà ce que ça représente. Ça, c'est une forme donc standard qu'on achète dans le commerce. Il y a cette possibilité, donc, mais il y a aussi celle-là, tu vois. Ça, c'est un bloc de mousse polyuréthane que j'ai sculpté, carrément sculpté. Ça donne, une fois terminé, ça donne une forme comme celle-là. Ça, c'est le moule. De ce moule, j'ai retiré cette pièce-là. D'accord. Voilà. Donc, ça m'évite à chaque fois de recommencer, de perdre énormément de temps. Tu as un moule standard et après, tu retravailles à la main pour avoir les moindres détails. Exactement. Alors là, on a donné une forme à l'animal. Cette fois-ci, on va revenir sur la peau sur laquelle tu étais en train de travailler. Voilà. Alors, bon, voilà. Ça, c'est une peau donc, déjà qui a été tannée, amincie à l'écharneuse. Et ensuite, il y a des petites parties qu'à l'écharneuse, on ne peut pas faire. Hein. Donc, je l'ai fini à la main. Donc, tu vas enlever tout ce qui reste en petite voilà. Alors, ça ne doit pas être facile parce que... faut faire très attention. Hein. Il ne faut pas couper la peau, quoi. Faut pas couper, faire de tout. Et tout ça, tu vas l'enlever aussi. C'est une question de patience aussi. Ah, ben oui. Hein. Et tu vois, on va vraiment très près. Ça, c'est une habitude de nombreuses années de pratique. Ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai commencé en 1986, donc je ne compte pas les années. Hein. Je compte plus. De tout gosse, en culotte courte, je courais la campagne, trouver des oisillons, c'était mon bonheur, ça. Et voir les oiseaux, la nature et tout ça, voilà. Voilà, ça vient d'ici le départ. Je me sers énormément de documentation, j'ai beaucoup de bouquins, beaucoup de photos sur des bouquins que je lis comme ça, des revues, que je trouve de belles photos d'animaux avec des expressions un peu particulières, je découpe, je mets ça dans un album, que je me sers énormément, quoi. Et ensuite, on essaie de répartir la résine un peu partout. Qu'est-ce que t'en penses? Mais, comme dirait l'autre, hein, chapeau l'artiste. Hein. Ça, c'est pour le chevreuil. D'accord. Ça, c'est pour Isard. Les yeux, c'est important parce que c'est ce qui va lui donner la vie, finalement. Exactement. Ça, c'est Mouflon, par exemple. Ok. Et nous, on va garder ce consacré. Et nous, on garde cela. De beaux yeux, hein. Tiens. Alors, on a mis un plaçant. Essaye de le placer symétrique. Hein. Okay, mais là, ça a l'air pas mal déjà. Là, c'est bon, là? Ah ouais. C'est carrément au millimètre près, quoi. Exactement, ouais. Alors, mais je pense qu'on n'est pas mauvais, là. Du brut, là, on commence à se rapprocher. Et là, c'est les détails qui rentrent. Oui, exactement. Un regard inquiet, par exemple, ça peut se donner en relevant légèrement, là, tu sais, juste ici, cette pointe-là. Si on réunit toutes ces étapes, il faut compter environ une bonne journée, quand même. Hein. C'est-à-dire 8 heures de travail, quoi. Oui, même parfois un peu plus. Ouais. Une fois que tu l'as bien calé, que tu as mis la colle, tu fais ça. Voilà. Tu fais ça, et là après tu vas venir recoudre. Voilà, on coud sur le dos, hein. On met les yeux en place, un peu. Le museau pareil, tu vois, ça va, ça tire pas, c'est impeccable. Alors voilà. Quand ça va sécher, ça va le maintenir en place. Quand ça sera sec. Incroyable, dès que tu remets le tac, là c'est vrai. Là, ah ouais, ça ressort. Là ça ressort. Hein. Mais t'en fais revivre plein, toi, des isards, au travers de ça. Ah ben ouais. Tu les fais revivre. Ah ben ouais. Hein Oh, tu vois comment ça ressort? Incroyable. C'est un petit peu comme quand madame, le matin, se met un petit peu de noir sur les cils, ça fait ressortir le visage et les yeux. C'est exactement la même chose. Bravo. Oh, ça va aller. Très bien. Allez. Bon, David, une petite question. À ton avis, il y a un isard et un chamois, là. Dis-moi, c'est lequel? Voilà, je sais la réponse. Hein. Ça, c'est le chamois. Ça, c'est l'isard. Alors, bon, le détail le plus marquant, c'est l'écharpe, quoi. Hein. Tu vois la partie qu'on peut voir sombre, là, entre l'épaule et le cou, et sous la gorge. Chez le chamois, elle n'existe pas.
Alors la différence aussi est sur les étuis, la courbe du chamois est plus basse que celle de l'isard. L'isard, la courbure est assez haute, alors que le chamois est plutôt basse. Et les cornes partent plutôt en s'écartant dès la base. Après, un petit détail, qui est à moi, celui-là, je ne sais pas, je l'ai lu nulle part, donc c'est un scoop. Hein. Il y a les oreilles de l'isard sont moins pointues que celles du chamois. Eh bien maintenant on connaît toutes les différences entre l'isard et le chamois et de toute façon il y en a un qui vit dans les Alpes et l'autre dans les Pyrénées, donc on ne peut pas se tromper. En tout cas un grand merci Mario à toi C'est moi qui te remercie. De nous avoir permis de découvrir justement en détail la naturalisation d'un isard. Bonne continuation, hein. Continue de nous faire rêver et de faire revivre ces animaux. Moi tu sais ce que je vais aller faire là? Je vais aller retrouver Jean-Luc avec cette fois-ci une autre tenue. Il va me faire une petite recette justement de l'isard. Ah, tu maîtrises quand même, il n'y a pas qu'à la carabine que t'es bon. Directement comme ça? Directement comme ça, vas-y. Et si tu veux la pâte, il faut la faire 24 heures et 48 heures avant, pour la laisser au réfrigérateur, pour la laisser durcir un petit peu. Voilà. Donc j'en ai préparé hier, et il y en a déjà tout Il me fait croire qu'il l'a fait hier. C'est Je magique. sais pas combien de personnes qui sont derrière la cuisine et hier il était à la chasse. Et il me dit, je l'ai faite hier. Non, on l'a faite pour toi. Voilà. Voilà. Mes Alors, ça sert à quoi collaborateurs, les en fait, chefs pour aussi moi. hein. Donc là voilà, là voilà, là voilà. Je mets mon filet à l'intérieur de la viande. Là, je replie. Et maintenant, on va faire une décoration dessus. Alors, Waouh, oh le carré aux pommes. le nid d'abeille, comme ça. Voilà. Je remets un coup de dorure pour faire briller. Et là maintenant il n'y a plus qu'à le faire cuire. On y va. Bon, parce que moi j'ai faim. Eh bien, on y va. Hein, allez. On prend une plaque et on met ça au four. Ok, ça marche. Voilà, David. Hop, hop, hop. Le plat est prêt. En tout cas, à l'œil, ça a l'air vraiment appétissant. Bon, le verdict. Verdict. Parfait. Si vous aviez un doute sur la viande d'isard, ça vaut vraiment, vraiment le coup. C'est parfait. En tout cas, merci à toi. Hein. Merci à vous. Merci aussi à vous. Nous restez fidèles chaque semaine sur Seasons. On se retrouvera, nous, bien sûr, la semaine prochaine dans de nouveaux territoires pour de nouvelles rencontres. C'est bon. J'aime bien, moi, ce qui est un peu sucré salé. Sucré salé. Tiens, on va trinquer quand même. Notre amitié.